Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Ai-je besoin de le présenter? Vous le connaissez, vous l'appréciez. Notre ami Pierre Jovanovic est avec nous. Bah pour une fois, ça change. Hein. Pour une fois, je suis puissance invitante. Et le livre que vous avez failli ne pas avoir, d'où l'utilité de se jeter dessus, le 2008 de Pierre Jovanovic, le dernier né qui a failli être avorté. Qui a failli être avorté, là. Voilà. Alors, on va commencer avec ce truc rocambolesque. Surtout que, bon... je le dis parce que j'aurais absolument revenir dessus avec toi, Pierre, parce que il y a quelque chose qui m'a énormément gêné lors de cette affaire, c'est que c'était une affaire très très sérieuse, qu'il y a des gens qui ont mis en compte ta probité. Alors tu sais que je t'aime beaucoup, c'est pas une grande nouveauté, mais on se connaît depuis un petit moment. D'ailleurs, vous verrez dans le livre. On a fait depuis 2008. Depuis 2008. Et si Dieu. Parce que vous étiez un des rares, effectivement, à avoir pris conscience. On n'était pas si nombreux que ça en 2008, hein, à avoir pris conscience de ce qui se passait réellement et de ce que ça allait impliquer pour le futur des Français, sans parler des retraites, bien entendu. Donc précisément, donc c'est une date anniversaire, on va dire. Moi, je peux dire à titre personnel que je peux témoigner de votre extraordinaire résilience et de votre extraordinaire probité, Pierre. Et non mais je le dis, moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi être l'un des duos les plus désaccordés d'internet, mais oui, mais c'est l'un des duos qui a le plus de succès. Voilà, il y a aussi ça. Et je le dis, moi vous êtes quelqu'un qui est très précieux, vous êtes quelqu'un de courageux, et surtout, moi je vous ai jamais vu transiger avec, y compris dans des épreuves très dures, avec la vérité. Et il y a une musique que j'ai pas appréciée, qui est par rapport à au fait de ce qui vous est arrivé, sur quoi on va revenir tout de suite, et que vous ayez différé déjà le temps de vous en remettre et le temps de voir ce qui vous était arrivé, et surtout de comprendre. Et de comprendre. Je le dis, c'est pas un scoop et c'est pas ça l'intérêt, mais à titre personnel, je faisais partie des gens qui le savaient. Oui, c'est vrai, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu tout de suite. D'ailleurs, j'étais un peu blême, je me souviens. Ah bah, vous étiez pas bien, mais on le saurait à moi. Vous étiez, sur le coup, vous avez marqué comment dire, un choc, parce que j'ai bien vu. Il y a un ange qui est passé dans notre conversation. Je ne même plus jure. Parce que, et évidemment. Donc vous étiez au courant bien sûr. Voilà, et on en a parlé très vite, et il était tout à fait normal. Un, que vous vous en remettiez. Deux, qu'on comprenne ce qui s'était passé. Et trois, qu'on commence aussi un processus de défense vis-à-vis de vous, de défense qui était marqué entre autres par votre avocat, qui était d'ailleurs d'accord qu'on n'en parle pas tout de suite, juste qu'on comprenne ce qui s'était passé. Enfin, il y avait quand même 60 types qui ont été dépêchés. Alors, au début, on a cru pour vous arrêter. De toute évidence, le scénario le plus crédible, c'est une tentative d'internement. Qu'on aurait dit automutilation, il va se faire du mal. Chut, hop. Ça, c'est le message de YouTube que j'ai reçu quelques heures. En plus, c'est un message qu'ils envoient sur le coup de minuit 10. C'est le genre de message qu'on ne voit pas. Parce que je pense pas que les gens, à minuit, sont sur leur mail, en train de regarder ce qu'ils ont reçu. Voilà. Donc, c'était particulièrement vicieux de la part, parce que moi, c'est définitif, pour moi, ça vient définitivement de l'Élysée, évidemment, parce que j'ai comparé dans un grand article Emmanuel Macron à Pierre Laval. Donc, effectivement, alors peut-être nos jeunes ne savent pas qui est Pierre Laval, mais on va dire qu'il a été fusillé à la Libération. Voilà. Et que le général de Gaulle n'a pas daigné de... Non. Voilà, lui pour le coup, on l'a pas épargné, mais pour haute trahison. C'est
Parce qu'il faut voir la force qui a été dépêchée chez vous, enfin et puis surtout... Non, mais surtout sans les photos, on n'avait pas de dossier. Tout à fait. Alors déjà qu'avec les photos, certains osent dire que c'est une mise en scène. Non, mais faut quand même oser. Non, mais justement, moi c'est sincèrement ce qui m'a pas plu. C'est vraiment... Faut oser, Ah non, mais... il y a des gens qui se prétendent être journalistes en plus. Il y a des gens qui ont du bagou, hein, mais par contre... Faut le vivre. Moi, c'est ce que voilà. Moi, c'est ce que je dis. Une perquise où on ouvre votre porte à coup de bélier. Petite personnelle, je sais ce que c'est. En fait, c'est la phrase du serrurier qui m'est revenue après, parce que le serrurier qui fait ça régulièrement avec ces gens, il me dit vous êtes. Alors, il y avait du beau monde, hein. Ah, c'est rare, hein. Il y avait du beau monde pour vous, hein. Vous êtes quelqu'un d'important. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte, il y avait même le préfet ou sous-préfet. Je dis ah bon? D'accord. Ouais, ça veut dire le cabinet de Nunez. Le cabinet de Nunez, c'est l'ancien cabinet de Valls. Et en plus, moi, j'ai pensé à un moment donné que parce que j'ai un homonyme, qui est également journaliste d'ailleurs. Enfin bon, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Pierre Jouaty, bien sûr, mais j'ai un homonyme qui est également journaliste. Alors lui, il est ou pèlerin ou vie catholique ou presse catholique. Ouais, il signe Pierre Jeva. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a eu une confusion. En fait, il y a un mécanisme de défense psychologique qui s'est mis en place. C'est un peu comme les trucs d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est-à-dire au début, on discute, après on se révolte, et ensuite on s'y fait. Enfin, tu sais, c'est tous les stades. Et maintenant, je suis en mode révolte, et surtout après. Alors, ce qui était amusant, c'est que le décès de Éric Dénessé a remis une couche sur cette affaire, et du coup, ce qui m'est arrivé, il y a toute une logique. Hein. Oui, mais ça commence à faire beaucoup. Et puis Pavel, le patron de Telegram. Il reçoit une invitation à dîner du président Macron, donc il se dit je suis invité à dîner à l'Élysée, il débarque, il atterrit, je crois que c'est au Bourget, et puis en fait le dîner c'était bien en France effectivement, mais c'était à la prison de la Santé. Voilà. La cantine est quand même d'un grade au-dessous. Hein, le chef. Il y en a un qui cuisine la viande et l'autre qui la lance. Bon, c'est pas. Donc le pauvre il se retrouve. Donc on voit les méthodes. Non mais ce qui est intéressant, c'est on voit les méthodes de traître. Bien sûr. Oui. Non mais attention. Bien sûr. Ce qui est arrivé au patron de Telegram, c'est une méthode de traître. C'est un traquenard, c'est une souricière. C'est un traquenard, exactement, comme pour moi, sous prétexte de il va se suicider, il est armé, etc. J'ai vu un article dans Profession Gendarme où oui c'est ça, hier ou avant-hier, il disait mais Jovanovic ne se rend pas compte, grosso modo, qu'en fait ils auraient pu le descendre en prétextant qu'il s'était défendu. Hein, voilà. Oui. Et moi, j'avais même pas envisagé cette non, bien sûr. D'un coup, ça. Ah non, mais quand on est sans. Je me suis pris ça en pleine figure. Non, mais quand on est sain d'esprit, il y a des tas de choses qu'on voit pas. Hein, Non, il y a un mécanisme de défense psychologique. On dit non, l'État ne va pas essayer de tuer des journalistes ou interner des journalistes comme l'Union soviétique à Séné. Bah si. Si. Ah non, mais moi, ça fait des. Tout est prêt. L'histoire de Pavel, on l'oublie trop souvent. On l'oublie trop souvent. D'ailleurs, il a donné une grande interview à Joe Rogan et il est revenu sur cette interview. Bien entendu, les médias français n'ont absolument pas parlé de cette interview fleuve où il charge Macron et l'Élysée en disant que c'était vraiment un coup de bip. Voilà. C'est tout à fait bizarre, mais je pense que les Macron, avec l'histoire de Brigitte, ils sont complètement à cran, quoi. Et sans parler de l'histoire de la baffe qui remet une couche dessus. Enfin bon. Non, mais il y a une fuite en avant de l'ensemble des pouvoirs d'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que maintenant, on fait arrêter des gens à peu près partout. Pour des raisons X ou Y, là ils viennent de réexhumer la procédure d'internement. Alors il faut bien que nos amis comprennent. Moi j'ai déjà été en face de ça avec l'affaire Wetzel. Bon, mais ceux qui connaissent aussi l'affaire Cacomo, l'excellent Fourtillan, il faut que vous voyez que quand on vous met à l'HP, c'est beaucoup mieux que vous mettre en prison, parce qu'en prison vous avez un avocat, vous avez les asiles sont vus, enfin les anciens asiles sont vus comme des lieux de privation de liberté, donc vous pouvez avoir quelqu'un qui protège vos droits depuis l'extérieur. Le problème, c'est que vu l'état dans lequel vous êtes, faut voir ce qu'est une camisole chimique. Là, pour le coup, vous êtes réellement en danger. Alors que l'avocat, c'est piaillant.
Tu vois, l'avocat, c'est piaillant. C'est vol au-dessus d'un et surtout, s'ils vous mettent en prison, ils sont déjà obligés de vous isoler, parce que vous devenez de facto, vous entrez dans les quartiers, ce qu'on appelle VIP de nos prisons, que à la base, une partie de l'élite a créé pour elle-même. Pour ceux qui veulent voir ce que c'est, je vous renvoie au reportage sur la vie de Patrick Balkany quand il était incarcéré. La plupart des jeunes, beaucoup de jeunes qui viennent en tout cas à mes événements, ne vivent pas dans des chambres de bonne en aussi bon état. Donc évidemment, ils mangent pas tout à fait la même chose, ils cantinent pas, cantiner au sens où on donne ça en prison. C'est-à-dire on achète des choses, pas comme tout le monde, et ils ont un autre mode de vie que le ménestrel de cellule de base, appelons-le Mokhtar pour faire court, et disons qu'il va pas terminer à 6 mètres carrés à 4. Donc l'asile, c'est toujours mieux que la tôle. Parce que là, pour le coup, vous avez moyennement de sang sur les mains, et vous pouvez avoir quelqu'un qui est complètement neutralisé psychologiquement, complètement abruti, complètement flingué. Et après, sa réputation est terminée parce que il est fou. D'ailleurs, la preuve, il a fait un séjour en HP, quoi. Voilà, donc c'était ça le but. Mais l'ambiance se tend quand je vois. Et Fourtillon, pardonnez-moi, mais je repense au professeur Fourtillon. Alors certes, il était fantasque, il était perché, mais en aucun cas il ne méritait d'être interné comme ils l'ont fait. Beaucoup de savants sont des gens un peu perchés. Bon, exactement. Voilà, tout à fait. Voilà, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont savants. Souvent, c'est lié. Mathématiciens, bien sûr. Bien sûr. Je rappelle, pour ceux qui veulent le comprendre, les tests PCR qu'on vous a fait mettre dans le nez ont été créés par un mec qui a exercé, outre sa vocation de scientifique, le délicat métier de chaman. Il le dit dans ses mémoires, il rêve des tests PCR dans un état de transe lié à ce que les chamans peuvent prendre pour entrer en état de transe. Donc, si vous voulez, le rapport rationalité, folie, génie, méfiez-vous bien de ça. Beaucoup de gens qui étaient de grands génies, de grands intellectuels ont, oui, des excentricités. Mais j'ai un exemple précis, l'inventeur de VisiCalc, bon, ça dit pas grand-chose, mais c'est quand même l'ancêtre, en fait, c'est le premier tableur sur MS-DOS, et donc je crois que c'est Mitch Kapor, mais je suis pas sûr de son nom. Lui-même donc a fait avait fumé des pétards en Inde, enfin bon, le voyage traditionnel, et il a vu dans un délire mystique ce qu'est devenu Excel aujourd'hui. Voilà. Donc je tiens à préciser, c'est ça qui est intéressant justement. Les grandes inventions, très souvent, viennent de ce. C'est des gens un peu particuliers. De mémoire, même le téléphone a été inventé parce que au début, alors je sais plus si c'est l'italien ou l'américain, mais il voulait parler avec sa mère décédée. Oui. Mais si vous voulez, souvent il y a peu d'inventions qui sont faites par des hommes gris, si vous voulez. Oui, non, ça c'est clair. Voilà, donc l'état de la France avec ils inventent pas grand-chose, mais le grand souci, c'est que ça pose même de véritables questions sur la psychanalysation de la société. Moi, si vous voulez, ce que me disait mon père sur la dérive médicale, il me dit, tu sais, nous aurions les camisoles chimiques que nous avons aujourd'hui, nous n'aurions jamais eu Baudelaire. Et c'est vrai. Absolument. Donc, or, là, le pouvoir a redécouvert cette vieille habitude des régimes républicains, car je rappelle qu'historiquement, c'est suite à la Commune qu'on commence à utiliser les HP, et un peu les fascistes, mais surtout les staliniens, vont en réalité reprendre le modèle français. Parce que c'est né en démocratie, ces conneries. Bien exporté. Nos vendeurs ont du talent. Et là, c'était une procédure qui a toujours été à leur portée, mais là, maintenant, je ne serais pas surpris. Alors peut-être pas tout de suite, parce que pour moi, ils ont vraiment raté dans l'opération, et heureusement d'ailleurs, vous visant, mais quelqu'un s'est pris les pieds dans le tapis, donc je pense qu'ils vont peut-être y revenir à 2 fois, et c'est là où, là, il y a vraiment un travail lourd d'une cellule de défense qui est d'obtenir par voie de justice,
On sait jamais, on tire une pièce en l'air, on est en France. Hein. Non, on a porté plainte, hein. On attend toujours voilà, la police enquête sur la police, donc c'est un peu l'idée, tu vois, on va attendre, à mon avis, quelques années le résultat de l'enquête. Mais le fait que l'enquête existe vous protège, c'est le principal. Non, mais surtout que ça soit devenu public, et moi c'est ce que je dis... je disais ça, d'ailleurs j'avais un inspecteur enfin un lecteur plutôt, mais le garçon travaille pour nos amis de la DCRI, d'après ce que j'ai compris, et il disait, en fait, effectivement, il y a eu un petit loupé, mais qui a aux grandes conséquences, hein, effectivement, c'est-à-dire que l'affaire est devenue publique, et là, et même mon avocat qui a envoyé plein de courriers à la préfecture de police, etc., à toutes les, tous les corps constitués, les corps se sont abstenus de répondre, ils se refusent tous la patate chaude, quoi. C'est un peu, oui, bien sûr, c'est un peu l'idée. Mais c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui a pu faire rater quelque chose comme ça. Mais là, on est dans la dérive eurocratique. Oui. Je caresse les plumes de mon ange dans le sens du poil, si j'ose dire. Mais d'un côté, en plus, deuxième effet qui se coule, et là, pour le coup, le viandage est complet, c'est que ça a permis de mettre sous les projecteurs la sortie justement du livre dont nous avons parlé. Ah mais attends, mais à un tel point qu'en fait, nous, on a été totalement dépassés, parce qu'en fait, j'ai entendu, oui, c'est de la publicité pour votre livre. Bah oui, un petit peu quand même. Hein. On l'a pas cherché. Hein. C'est pas votre porte qui a été défoncée. Et bien en plus, c'est bien aussi la maison d'édition que chez moi. Hein, précisons. Ah non, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pas un seul endroit, c'est deux. Hein, voilà. Et puis attendez, si vous voulez, vous connaissez les deux. Oui, bien sûr. Et puis vous êtes un homme qui a de l'attrait pour le décorum, mais de là à avoir 60 figures en flic, ça fait cher l'opéra, ça fait cher le lancement de bouquin. Non, mais enfin, on fait une dédicace à tous les blaireaux là qui non, mais surtout, en fait, on a fait des jaloux. Voilà. Je pense qu'il y a de ça. C'est une grosse jalousie. Mais sincèrement, voilà, si t'es journaliste, et qu'à 50 ans, t'as pas été mis en garde à vous, t'as perdu le GIGN à ta porte, t'as raté ta carrière, quoi. C'est un peu l'idée. Hein. Mais je le dis, vous ratez pas grand-chose, parce que pour avoir eu, nous, nos locaux professionnels, il y a quelques années, vous savez, dans le cas... vous me disiez tout à l'heure que Tocsin a fait l'objet d'un cambriolage, enfin d'une tentative de cambriolage. Alors, il y a nos amis de Tocsin, a priori, qui ont été visés, il y a nos amis de TVL qui ont été visés, il y a le problème... TVL, c'est la banque, Tocsin aussi, ils sont éjectés par la banque. Alors évidemment, il y a l'affaire DNSC, il y a l'affaire du patron de Telegram, il y a plusieurs groupes nationaux ont été visés par des procédures policières dans les 3 derniers mois. Depuis 3 mois... Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc depuis 3 mois, il y a bien quelque chose qui se passe. Ou alors... Et je rappelle que Pierre-Yves Rougeron et moi-même, nous sommes dans le collimateur de Bruxelles, c'est vous qui me l'avez rappelé d'ailleurs, parce que nous avons invité, et au montage on pourrait montrer la photo, on avait invité Nigel Farage, et on avait avec la radio ici maintenant. On a fait certainement le plus grand événement de Nigel Farage à l'extérieur de Grande-Bretagne. Ouais, exactement. Et en fait, je me souviens très bien que la salle avait été payée, machin, garantie, etc. Et je veux dire, à quelques heures, je crois 2 heures avant, la salle a été annulée. Et nous, on était en panique, mais les anges sont là, puisque vous avez trouvé une salle, c'est une grande église de mémoire. C'est le sous-sol d'une grande église. Oui, exactement. Un ami était donc paroissien, et le camarade Olivier que je salue, et je lui dis, je vais te demander de faire quelque chose, mais les fins dernières sont supérieures. Hein, tu as le droit à un petit mensonge. Et donc, on a dit au pauvre prêtre de nous louer cette très belle salle. Évidemment, lui, on lui aurait dit un événement politique, et puis le soir même, hein, c'était plié. Et là, on lui dit, voilà, nous avons un grand archbishop britannique, Monseigneur Farage. Ah, c'est vrai, vous avez des armes, bien sûr.
Monseigneur Farage, qui se retrouve Grosjean comme devant parce que nous avons perdu la salle pour des raisons de dégâts des eaux, enfin l'évêque du Brexit. Et c'est vrai qu'il a fait il a fait sa conférence avec la statue de la Vierge derrière lui. Et des anges. Et on a été sauvés. À 5 minutes. Alors, l'avantage, c'est que cette église était grosso modo à 750-800 mètres de la première salle. Donc, exactement. Résultat, on est arrivé à les driver dans la journée, et il y avait plus de 300 personnes, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et alors, Farage, lui, on l'a vraiment accueilli, coucouné, donc lui, il s'est rendu compte de rien, ou presque, mais le problème, c'est le lendemain. Parce que comme les flics sont venus le lendemain pour demander des comptes au curé, le curé nous appelle, le paroissien, donc il appelle le paroissien en question. Ah, les flics sont venus l'interroger ? Bien. Ah ouais, donc on les a vraiment... Et là... C'est indisniqué. Bien sûr, et là, Olivier m'appelle, me dit, Pierre-Yves, va falloir qu'on trouve quelque chose. Et là, je fais confiance à ma connaissance des mœurs de l'Église catholique. Évidemment, nous nous excusons. Et tout de suite, nous faisons une acte de contrition, c'est-à-dire que je dis au prêtre, bon, combien la rallonge ? Voilà. Et ça s'est réglé comme ça. Mais c'était, il faut savoir que, alors évidemment, les censures, nous on est habitués. Ah mais alors objectif. Parce que si les flics sont venus interroger le curé le lendemain, c'est que en haut ils devaient être. Ah non en haut ils ont été fous, mais surtout là pour le coup c'est moi qui vous ai certainement un peu porté malheur, mon cher, malheureusement, parce que moi j'étais déjà dans le collimateur, parce que à force de faire des colloques avec des intellectuels russes, moi je perdais des salles partout. Hein. Ah oui d'accord. Je perdais des salles partout, donc à la fin je pense on n'était pas pistés, mais disons qu'à chaque fois qu'ils voyaient un événement, quelque chose, ça faisait bip quelque part, donc on n'était pas nécessairement pisté, mais les mecs, ça se voyait, on était emmerdés, quoi. On était emmerdés, ça je l'ai su par le quai d'Orsay, on était emmerdés par la mairie de Paris, et dans le cas présent, je crois que c'est la mairie de Paris, d'ailleurs, qui nous avait fait perdre la première salle, par un coup de pression, rien d'officiel, ils sont allés voir le tenancier de salle, et on dit, bon... une bonne visite pour l'hygiène et tout, ça te dirait ? Au cas où, tu vois, et là pour le coup on envoie un agent qui il trouvera ce qu'il a à trouver, il n'y a pas de problème. Et le problème c'est qu'on a vu ça se multiplier. Les universités. Moi, je me rappelle d'une de nos conférences qui avait été organisée. Mais attends, on l'a vu également pour Madame Agazansky. Bien sûr. Bien sûr. Alors qu'elle est de gauche, pure alors gauche. qu'elle est de gauge. Ah non, mais maintenant, de toute façon, bien sûr, pure socialiste. Ah, voilà. C'est Madame Jospin à la ville. Donc, moi je me rappelle, c'était à Paris 4, on fait un débat, vu qu'on nous bassine sur les années 30, donc on demande à 2 grands spécialistes des années 30, tous les 2 universitairement intouchables, Olivier Dard et Arnaud Imatz, de faire un débat dessus. Le président de P4 fait un communiqué. J'interdis par avance, alors qu'il va recevoir un leader islamiste la semaine suivante. Hein. D'accord. Okay, il fait un communiqué que j'oublierai jamais, que j'ai encore, j'ai pas voulu poursuivre pour éviter aux gamins de P4 qui avaient loué la salle, parce qu'eux, on peut les emmerder toute leur carrière, enfin toute leur temps de formation. Et j'oublierai jamais, nous interdisons par avance ce débat parce que des noms d'intellectuels fascistes et d'extrême droite allaient être levés. Attends, tenez-vous, Pierre, parce que tel que Ortega y Gasset, philosophe libéral espagnol, Simone Veil, elle est morte en solidarité avec les cadets de la France libre. Hein. Comme extrême droite, j'ai vu mieux. Oui. Et Charles de Gaulle, le truc est collector. Parce que c'est la première fois dans un truc de débat public où vous avez la reconnaissance du gaullisme et de ses symboles comme d'extrême droite, ceux qui aujourd'hui, vous sortez une croix de Lorraine dans la rue, vous avez un problème avec les flics. C'est ça. Mais c'est totalement délirant. Totalement délirant. Mais maintenant, même tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, ça a débuté à cette époque-là. Ça n'a fait que croître et embellir. Mais en l'espace de 3 mois, 4 mois, là, ça c'est devenu vraiment... là, on est dans une ambiance de fin de règne. Pesante, si Dieu, et le pire, encore 2 ans.
Non, mais le coup de bip, je veux dire, que l'Élysée a fait, enfin, que Macron a fait à Pavel, c'est quand même énorme. Bien sûr. C'est quand même absolument phénoménal. Et ça témoigne, c'est très révélateur de cet esprit tordu, hein, des méthodes c'est vraiment des... J'allais dire quelque chose, mais bon. Non, c'est des méthodes d'enfoirés. C'est le. Oui, en plus pour des résultats qui sont, parce que sincèrement dit, ça s'est retourné contre eux. Je veux dire, Macron était ridiculisé dans le monde entier. Bah évidemment. Bon, c'était le départ, hein, c'était le grand départ. Maintenant, il les accumule. Pas plus tard qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Trump lui a mis une baffe magistrale, c'est le cas de le dire, une baffe médiatique, mais absolument colossale, en disant en disant de Macron qu'il a voulu se faire de la pub sur son dos. Moi, ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Je veux dire, des gens qui veulent faire leur pub sur le dos des autres. Mais là, c'est énorme. C'est une humiliation supplémentaire après l'histoire de la baffe de l'avion. Ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, il accumule bourde sur bourde. Ouais, c'est même pas, c'est des faux pas. Et pendant ce temps-là, le pouvoir se raidit. Moi, je pense que depuis l'élection de Donald Trump, des ordres ont été donnés parce que, si vous voulez, il y a eu déjà une multiplicité de convocations policières. Donc ça veut dire qu'on est à la recherche de l'ennemi intérieur. C'est ça. Voilà. Mais ça, on en avait parlé justement. Moi, je me souviens dans une revue de presse qu'on avait faite ensemble, il y a 10 ans de ça, non, même plus, ça se trouve 11, où vous nous aviez clairement annoncé ça. Le plus d'Europe veut dire suppression progressive des libertés d'expression. Je sais encore dans... Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des shorts là-dessus, parce que ça continue à sortir. Enfin, c'est tout à fait... Mais ils vont, de toute façon, à la fin, le but est assez simple, c'est que l'eurocriticisme devienne un fait pénal. T'es contre l'Union européenne, t'as pas le droit. Voilà. C'est, si tu veux, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en Roumanie. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait en Roumanie. Et le pire, c'est, objectivement, moi c'est parce qu'il y en a bien un qui va regarder cette vidéo, je leur dis, vous savez, vous pouvez tous nous foutre au trou, vous pouvez tous nous foutre à l'HP, la guerre d'Ukraine, vous l'avez perdue, point. La situation économique vous échappe, point. Et vous n'avez plus aucune légitimité, point. Nous ne sommes absolument pas les causes de ce qui vous arrive. Vous avez, comme on dit en marine, qui pisse contre le vent se lave les dents. Bon, vous êtes en train de vous laver les dents. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez, vous ne faites que payer le résultat de 40 ans de ce que vous avez fait tout seul comme des grands. Nous, la seule chose qu'on a fait, et particulièrement vous, Pierre, et c'est d'ailleurs l'objet de ce livre, c'est de faire voir aux gens qu'il y avait une autre réalité, avec des faits, avec des analyses, mais ces gens ont accepté ces faits et ces analyses parce qu'ils ressentaient profondément, et qu'ils voyaient, parce qu'à un moment ils peuvent aussi regarder par la fenêtre au lieu de regarder la télé, que le monde va aller de plus en plus mal, alors qu'on leur avait dit que ça allait aller de mieux en mieux. Ah, je me souviens de toute la... de toute la politique, de toute la propagande, notamment en 2001, hein, les nouveaux billets euros, les gens faisaient la queue soi-disant devant les banques, etc. Alors qu'effectivement, l'introduction de l'euro a bien eu lieu, sauf que les Français, la Banque de France d'ailleurs a confirmé, puisque 4 mois plus tard, jamais la France n'a eu autant de comptes bancaires à découvert. Et jamais, et d'un seul coup il y a eu une sorte de hausse massive des interdictions de checker, parce que les gens n'avaient pas vraiment... parce que d'abord, les prix ont été multipliés par 6, hein, faut peut-être le rappeler. Les trucs qui coûtaient 1 franc sont passés mécaniquement à 1 euro, du jour au lendemain, quasiment. Et il y a un appauvrissement des Français, et ça a commencé effectivement 6 mois après l'introduction de l'euro, et depuis, toutes les catégories sociales... Depuis, ça n'a fait que croître à embellir. D'ailleurs, dans le livre, je montre bien... c'est marrant d'ailleurs, parce que j'ai pas fait exprès, parce que c'est tout au début, 2001. Le SMIC devrait être le SMIC devrait être à 5 400 €, puisque je pars de 2001, justement. Mais pas à cause de l'introduction de l'euro, je n'ai même pas fait le rapprochement, simplement parce que j'avais les données du prix du timbre de base. Hein, voilà. Et donc, si on applique la même hausse de l'inflation progressive du timbre
la même hausse sur le SMIC de 2001 jusqu'à aujourd'hui, eh bien aujourd'hui le SMIC devrait être à 5400 et quelques brut. Donc on voit que le vol a été absolument phénoménal à ce moment-là. C'est clair, net et précis, je le dis à tous. Et ils veulent repousser l'âge de la retraite, c'est à cause de ce qui s'est passé en 2008, parce que c'est là où ils ont volé les retraites. Sarkozy, on lui a retiré sa Légion d'honneur, mais je veux dire, mais on devrait l'enfoncer sous terre. Si vous voulez, il a vendu l'or. On lui a retiré sa Légion d'honneur parce qu'il en a déjà une qui bip à la cheville. Et c'est scandaleux. Non mais justement. Ces gens ont appauvri la France. Et d'ailleurs, Sarkozy, c'est celui qui est passé en force avec le traité de Lisbonne, il faut quand même le rappeler. Mais bien sûr. Parce que les Français ont voté non, je rappelle. Oui, non mais 54, si vous voulez, 56%, presque 55. 55. Tu vois, pour 65% de participation, donc c'est un nombre qu'on appelle énorme, franc et massif. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire grosso modo, il nous a entubés bien sûr avec le traité de Lisbonne. D'ailleurs, j'en parle. Mais ça, c'est absolument nécessaire parce que c'est ce qui a brisé la démocratie française. Alors, moi je veux bien tous les élus qui me disent les gens sont de plus en plus violents. Je fais bah oui, vous savez, bande de crétins. Vous savez pourquoi on a créé des procédures de vote? C'est qu'avant, la procédure de vote, à l'échelle préhistorique, c'était un gourdin dans la gueule. C'est ça. Tu vois, donc, Grong veut pouvoir à toi, Grong, boum. Voilà. Alors un jour, un mec plus intelligent a dit bon, parce que le gros problème du coup de gourdin, c'est que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 morts à chaque fois, et que quand on est sous stress vital et qu'on doit tous bouffer, qu'on doit se battre contre d'autres, qu'on doit se battre contre d'autres, à un moment, on n'a pas tous envie d'y rester. Voilà. Alors, quelle procédure on fait pour éviter le gourdin? Voilà, on va voter. Et les votes, la procédure de vote naît avant tout de ça. Elle naît du fait de, on va décider à la majorité, comme ça on n'aura pas à s'entretuer. Exactement, c'est ce qu'a fait le Sénat romain pour César. Non mais ils ont voté. Mais c'est né des combats, par exemple à Rome, ça naît des combats c'est la Respublica, naît des combats des patriciens, des plébéiens. C'est ça. Or, c'est toute l'histoire de Rome. Or, c'est d'ailleurs l'un des plus beaux visages de l'histoire de Rome. Mais le problème, ce qu'on refuse de dire, c'est que quand vous retirez même pas la représentativité, mais l'effectivité de la décision publique, c'est-à-dire que quand les gens ne voient plus que leur parole est respectée, eh bien, le gourdin sort lui-même de la naphtaline. C'est ça. Parce que le gourdin est une potentialité intemporelle, c'est pérenne. Le gourdin ne disparaît pas. Et toi aussi, Brutus. Tout coco est filé. Mais le problème, c'est que les mecs s'en rendent pas compte. Je dis, attendez, vous les avez abrutis, vous avez volé l'avenir de leurs enfants, vous avez truandé, vous avez liquidé toute possibilité de discussion dans un espace démocratique. C'est-à-dire que, 1, on n'a pas le droit de parler, mais 2, quand on arrive à parler, c'est indifférent, vu qu'il n'y a jamais d'effectivité. Vous censurez les médias, vous essayez de contrôler les réseaux sociaux, parce que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui n'est ni plus ni moins à la base que le bouche à oreille, que ce que dit le peuple, ce que dit le... Oui, c'est... Voilà. Et ensuite, vous payez Facebook... parce que Facebook a mis au point un algorithme qui, ils l'ont testé à plusieurs reprises, sur l'équivalent de 700 000 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'injecter un maximum. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme vote ou comme avis? Donc, vous voulez que ça soit pour. Donc, ils injectent des faux messages. C'est pour. Et ce qui, à un moment donné, inverse pour les gens qui sont, on va dire, un peu neutres, qui penchent ni à gauche ni à droite. Voilà. Et donc, Facebook a mis ça au point et il le vend à tous les gouvernements du monde. Parce que c'est pas avec les abonnements qui gagnent de l'argent. Ne vous trompez pas. Là, on est en pleine ingénierie sociale. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mise au point par Facebook. Bien sûr. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Et c'est Israël et la France sont les pays qui demandent le plus d'intervention et de censure. Par exemple, je veux dire, moi, je poste un truc sur mon truc Facebook. La France a un niveau délirant. Déjà, ils m'ont niqué. Avant, j'avais 80 000 personnes. Il y a 10 ans de ça, j'avais déjà 80 000. Ils me l'ont enlevé pendant 4 ans. Alors maintenant, quand j'en ai à peu près 35 000, où je poste un truc, ça va être reposté ou partagé, quand on dise 15 fois, 20 fois. Donc c'est une censure totale. Censure totale. Tous ceux qui gênent le gouvernement sont censurés. Et ça a commencé sous Hollande.
Je précise. Bien sûr. François Hollande. Ah oui, oui. Socialiste. Je suis pour la liberté d'expression et toutes ces conneries. Voilà. Au sein du cercle de la raison, oui. Nous, on est en dehors, nous. Incroyable. Vous et moi, comme on a fait venir Nigel Farage, je veux dire, on est grillés. Non, mais et si on se remet à l'époque, donc moi, si vous voulez, je vous découvre à ce moment-là, on se croit d'abord à un salon du livre, ensuite je vous interroge. À la bibliothèque, à la grande bibliothèque de France, au sommet de la grande bibliothèque de France. Tout à fait. Je vous renvoie. Et si vous voulez, tout va s'enchaîner dans la crise de 2008. La plupart des gens, et heureusement d'ailleurs que vous étiez là, parce que sans vous, on n'aurait jamais traduit le Blight, on n'aurait jamais pu expliquer tout ça. La plupart des gens ne voyaient pas ce qu'était un produit dérivé, ne voyaient pas ce qu'était un CDS. Avec Blight Masters, effectivement, j'ai posé les bases pour non, ça très clairement. Les gens ne voyaient pas qu'on a créé une bombe à fragmentation financière, que des pays ont dû banquer, et là vous faites la revue de détail. À la fin, j'ai tous les pays du monde. Ils ont tous dû banquer un pays. Ils ont volé le monde entier, c'est ça. Bien sûr. Le monde entier. Le monde. Si vous voulez. Même l'île de Pâques. Non mais. Là, vous voyez. Mais attends, ils ont volé l'île de Pâques. Ça appartient au Chili. Hein, ils ont ruiné deux ou trois banques chiliennes. L'Australie. Attends, des collectivités locales australiennes au fin fond avec les kangourous. Au fin fond du bush avec des kangourous et des lézards et des serpents. Ils les ont ruinés. Non mais je sais pas si non mais on avait prévu 300, je ne sais plus, il y a tellement de zéros, ils ont volé 30 trilliards ou 300 trilliards. Ce qu'il faut bien avoir en tête, le premier choc lui-même, parce que c'est en réalité sur la crise de 2008, le film Inside Job ne couvre que le premier choc. Déjà, oui, exactement. Mais c'est déjà c'est 100 millions d'emplois le premier choc. C'est sorti en 2011. C'est 100 millions d'emplois le premier choc. Exactement. 100 millions d'emplois. 100 millions d'emplois, ça voudrait dire, si vous voulez, 100 millions d'emplois, c'est l'équivalent de la totalité, même pas de l'emploi, mais de la population russe. C'est ça. Et en réalité, quel pays va banquer beaucoup? 500 000 suicides, d'office. 500 000 suicides. La crise, la chute de Wall Street. Ah oui, non, mais on a les chiffres. Donc c'est absolument phénoménal. Aux États-Unis, du jour au lendemain, après Wall Street, les gens, ils ont perdu leur maison, ils ont abandonné, je crois que c'est l'équivalent de 1 million, un peu plus d'1 million de chats et de chiens. Parce qu'ils ne pouvaient même plus s'acheter à manger, donc ils faisaient acheter des croquettes ou des trucs. Voilà le travail des banquiers américains, des banquiers voleurs américains, précisément. Ce qui va faire que certains pays, et je pense à la Chine particulièrement, qui a beaucoup banqué à ce moment-là. Ah ben ils ont fini en slip là, hein. Ils sont sortis de la banque en slip. Et c'est pour ça que la Chine va dire bon, on a joué avec vos règles, vous nous avez fait les poches, maintenant on va faire les routes de la soie, parce que c'est d'ailleurs... Ils ont décidé de vendre à partir de ce moment-là. Bien sûr. C'est là où ils ont décidé d'acheter du dur, d'acheter de l'or, d'acheter du dur, etc. Et d'investir dans les infrastructures. Et le pire, c'est que on avait été prévenu. Rappelez-vous, à la toute fin du film Inside Job, vous avez le président de la Banque centrale chinoise, il est le dernier à prendre la parole et il dit, vous savez, un ingénieur, ça fait des ponts, un ingénieur financier, ça fait des rêves, mais c'est pas lui qui paye quand les rêves tournent au cauchemar. Et sauf que, Pierre, dans ce livre, je remonte en arrière. Bien sûr. Et je montre que dès 2003, parce que personne n'a fait ce travail, de revenir vraiment à la source de tout ce qui a déclenché. Et dès 2003, il y avait des enquêtes locales, donc dans toutes les grandes villes américaines, du FBI, qui disaient, attention, là, il y a toute une tas d'escroqueries, les banques font signer des prêts immobiliers hypothécaires à des mecs... Les ninjas, les prêts ninjas. À des mecs qui sortent de prison. Bien sûr. Les mecs étaient en train de faire le plein de sa voiture. Tiens, tu signes, je te donne $230 000, t'as la maison, t'as la cuisine avec. Les fameux prêts ninja, no income, no income, no assets. Les illégaux, c'était leur cible privilégiée. Évidemment. Alors, qui ne lisaient même pas l'anglais.
Non mais je sais pas si vous réalisez, de faire signer. Et le FBI donc était déjà au courant. Ils ont fait remonter l'information. Et on voit le processus. En fait, que la crise bancaire de 2008 en fait a été voulue, alors qu'ils avaient les conséquences déjà depuis 2003. Personne n'a fait ce travail. Ça, je tiens à le préciser. Bien sûr, mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, des hommes qui demandent des enquêtes, et je pense à William Black, patron qui est l'un des hauts fonctionnaires de la SEC à l'époque. Lui, il est vidé pour ça. Il mettra la main sur le mail qu'envoie la direction du Trésor à la SEC, qui dit « virez-le ». Virez-le, parce que il finira prof à Kansas City sur la criminologie financière et d'ailleurs comme le mec de Goldman Sachs. Ah mais ils ont flingué à peu près tout le monde. William Black, c'est très simple, il faisait répéter à ses étudiants tous les matins, la crise est une fraude. C'est ça. Point. Et c'est la plus grande fraude de l'histoire. Là, pour le coup, si tu veux, faut quand même qu'ils nous en fassent. Ils vont essayer, là. Là, on le voit d'ailleurs, même moi, en écrivant, au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, j'étais complètement sidéré. Je dis, mais. Parce que la différence, quand j'ai commencé la revue de presse, c'est que c'est un peu comme le Tour de France. C'est-à-dire que là, j'étais sur le vélo et tous les jours, je faisais mon étape. Ouais. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà. Sauf que là, j'ai repris donc toute la course de A à Z, mais surtout avec la vue du 14 juillet et surtout avec la vue temporelle et tous les secrets, toutes les confessions qui ont été faites par les banquiers de l'époque, les banquiers centraux. En fait, j'ai réalisé, et on a les preuves dedans, qu'en fait tout a été organisée, mais pas voulu pour faire une crise, mais voulu pour voler encore plus d'argent aux pauvres, et surtout ruiner les caisses de retraite de tous les pays européens. Les principales victimes, c'est les Allemands. Bah évidemment, ils ont une population parce que les Allemands, ils ont du gras. Vous les connaissez, vous les connaissez parce que pour un Allemand, vous lui dites Mein Herr, Moody's, sehr gut. Donc eux, ISO 9000, c'est Moody's de la finance, grosso modo. Sûr, ouais. Donc ils ont cru. Évidemment. Et ils ont tout perdu. Ah oui. Que c'était une escroquerie monumentale. Moody's, Standard & Fitch, Standard & Poor's. Ils ont un peuple de vieux, ils n'ont pas d'enfants, ils ont de l'épargne. Bon, ils les ont dépouillés. Mais c'est la cible. Et Angela Merkel a sauvé les banques les unes après les autres avec l'argent du peuple allemand. Évidemment. Et pire que ça. Non seulement ils leur ont volé les retraites, mais en plus ils leur ont volé les impôts. Oui, mais attendez, Pierre. France, Non mais attendez, Pierre. Pire que ça, c'est qu'une partie de l'élite allemande en plus. Vu que quand vous achetez une bagnole ou un Gave l'explique très très bien. Ils vous vendent pour que vous, ils vous subventionnent pour que vous les achetiez. C'est ça. Donc, résultat, la plupart des banques de lenders sont pourries. Elles revendent leurs créances pourries à la Bundesbank et à la fin. C'est leur peuple qui banque. La seule chose, c'est que on a habillé tout ça avec l'euro en disant vous inquiétez pas, on vous fera payer le problème, c'est les cochons de latin. Mais en réalité, ils ont été une cible, et une cible en partie volontaire, vu qu'une partie de leur élite y a participé à ça. Nous, c'est un cas légèrement différent. C'est-à-dire que nous, ils ont un vrai problème, c'est que nous, il y a un encadrement à la fois de l'épargne des Français et l'épargne des Français, elle est plus difficile à atteindre. Parce que tout simplement, les Français, ils ont une culture paysanne. C'est-à-dire l'épargne, ils la gardent. Donc, résultat, il va falloir les spolier en tant que contribuable, ça c'est fait, mais donc il va falloir les spolier en tant que déposant. Et en tant que retraité. Et en tant que retraité, parce que c'est le même tarif pour tout le monde. Bien sûr. Non seulement ils ont volé, donc ensuite ils volent les impôts parce que l'État prend l'argent des impôts pour sauver les banques qui ont été mis en faillite par les Américains, et elles-mêmes, donc l'État monte les impôts évidemment pour essayer de se récupérer, et ensuite, comme c'était pas suffisant, comme on le voit dans le livre, ils prennent l'argent des retraites. Le Canard enchaîné, on a fait des tartines. D'ailleurs, c'est une rare fois où le Canard enchaîné était vraiment. Le Canard enchaîné, c'est penché là-dessus. Hein. Il a fait beaucoup d'articles là-dessus parce que les gestionnaires des Malakoff, Médéric et tout ce qui était BTP, etc., les fonds de gestion, les avocats, vous voyez, les trucs privés, les trucs publics. Et donc Sarkozy, évidemment, il s'est servi des trucs publics. Allons-y gaiement. Et maintenant, l'heure de l'addition est arrivée.
Sauf qu'en même temps, 15 ans après, c'est ce qu'on disait nous quand on faisait la revue de presse ensemble, la France va devenir la Grèce, vous le confirmez, on a fait suffisamment d'émissions ensemble, et ben là on y est, en ce moment. Ça y est, on y est. Voilà, on y est. On y est, bon. Il faut pas se laisser faire, voilà. Oui, et là, dans ce livre, là, il y a eu un procès alors je sais plus si c'est à Metz ou à Nancy, et alors je sais plus, je crois que c'est contre une banque ou pas. Alors l'un de nos lecteurs qui était qui était prévenu, il a brandi le livre. En disant, regardez, c'est là-dedans, vous êtes des voleurs, machin, etc. Ils ont raison. Mais je vais vous raconter une histoire. Un hasard de vie fait que je suis en face de l'un des beaux-frères de Sarkozy, et qui était un de ses conseillers financiers, et qui nous raconte par le menu comment Christine Lagarde, en accord avec d'autres personnes du cabinet de Sarkozy, décide de gommer toute la procédure de ce qu'on appelle un equity kicker. C'est-à-dire qu'une banque, quand vous la sauvez, vous rembourse, mais 2, si elle fait des bénéfices à partir de l'argent public que vous avez mis, elle vous reverse une partie des bénéfices, ce qui est normal, c'est de l'argent public. C'est ça. Or, Lagarde écarte le coup pour pouvoir utiliser le fait de l'avoir écarté pour être propulsé à la BCE sous recommandation des anglo-saxons et des Allemands, tous les deux pariant sur son analphabétisme économique, tout simplement parce que elle est avocate. Elle n'a jamais fait... Mais attention. Mais Lagarde, pas avocate n'importe où. Non, attention. D'abord, Lagarde était avocate chez Baker McKenzie de mémoire. De mémoire, oui. Voilà. Et donc, nos destins se sont croisés sur une affaire il y a des lustres. Elle est bilingue. Totalement bilingue, ce qui n'est pas le cas ce qui n'a jamais été le cas d'aucun de nos ministres des Finances. Je pense notamment à M. Moscovici, par exemple, à l'époque. Voilà. Je veux dire, elle est peut-être avocate et dans le monde de la finance, pardonnez-moi, mais une fois qu'on a compris ce que c'était une planche à billets, c'est bon, on a tout compris à la finance, surtout en ce moment. Oui, non, mais... Tu voyais ce que je veux dire. Donc, elle ne s'est pas trop mal débrouillée, Lagarde. Je veux quand même la défendre un peu. Je la défends. Voilà. À titre de carrière, c'est sûr. Non, elle s'est bien débrouillée. À titre de, si vous voulez, de... On aurait eu un Moscovici ou un Thierry Breton, là, je peux vous dire qu'on finisse... Ça aurait été une catastrophe. Une catastrophe. Oui, entre peste et choléra, si vous voulez, mais donc, si vous voulez, bon, d'accord, ok. Là, vaincre sans péril, ou triomphe sans gloire, mon cher. Mais ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, si on regarde bien, la crise de 2008, beaucoup de pays, les BRICS des pays émergents, en s'éloignant de l'Occident, s'en sont sortis, et vous avez un microclimat négatif qui est au-dessus de l'Europe. Le BRIC naît de là, hein. Comment ? Les BRICS. Les BRICS naissent de là. À partir de là, oui, on voit. Hein. Bien sûr, oui. Toutes les banques des pays de l'Est, Bulgarie, Serbie, Pologne, Tchéquie, etc. Enfin, je veux dire, ils se sont tellement pris et c'est à partir de là qu'eux-mêmes ont commencé à acheter de l'or. Par exemple, la Pologne, elle a reconstitué quasiment son stock d'or qui n'existait plus depuis... alors qu'avant, ils vendaient, justement. Grâce au CDS de Blight Masters, on n'a plus besoin d'avoir la piscine remplie de pièces d'or, hein, qui constituait le matelas de sécurité des banques. Hein. Cette analogie de Picsou a toujours été très, très, très bonne. Hein. Donc, le CDS de Blight Masters remplaçait la piscine de Picsou. Hein, voilà. Sauf que maintenant, tout le monde a compris la leçon. Le 29 septembre 2008, la fête des archanges, je précise, Saint-Michel, Saint-Gabriel, et le fameux moins 777,7. D'ailleurs, on peut montrer le fameux moins 777, je vais essayer de le retrouver. C'est quand même assez incroyable. Voilà, donc ça fait partie de... Et en même temps, tiens, je vous rappelle, c'était également la nouvelle année juive, c'est très très rare. J'ai demandé à des statisticiens ce que ça... Le fait que ça soit en même temps la nouvelle année... Parce que figurez-vous que le grand architecte, si j'ose dire, hein, de la crise de 2008, de ce qui nous a mené à cette catastrophe financière, c'est quand même un des meilleurs amis de quelqu'un que vous connaissez, enfin pas personnellement bien sûr, Jeffrey Epstein, Larry Summers. C'est quand même pas rien.
Bah, non, ça c'est pas. C'est quand même pas rien. Quand même pas rien. Les seules banques qui n'ont pas souffert dans la crise, c'est les banques israéliennes. Hein. Je vous rappelle. Hein. Juste comme ça. Voilà. Si vous voulez, le Lawrence Summers, pour les gens qui ne voient pas qui c'est l'homme qui tue le Glass-Steagall Act aux États-Unis. Exactement. Donc c'est l'homme avec Rubin, lui-même Goldman Sachs, il va devenir faiseur de roi à Wall Street, dans une partie de l'université et également au Parti démocrate. Comme ça, c'est lui qui va plier. C'est raconté. On est 2 Français à avoir interrogé Ron Suskind, prix Pulitzer. Tiens, alors, je ne sais pas si on peut le voir là. Le fameux moins 777,7. Voilà. Tiens, je vous montre la une la fameuse une de. Je crois que c'est New York. La Daily News. New York Daily News. Voilà. Et c'est ça qui est complètement incroyable, quoi. Pour que vous le compreniez bien, c'est en détruisant le Glass-Steagall Act aux États-Unis, les Européens avaient commencé. Hein, la directive Delors Lamy. À la demande des Américains. Là, pour le coup, Delors Lamy, c'était vraiment pour créer l'euro, hein, vraiment. Oui, non, mais ça allait ensemble. Rappelez-vous. Mais une partie de l'Amérique a plus résisté. Qui a permis les CDS en France ? Qui a permis les CDS les premiers CDS en France? C'est Bérégovoy. Bien sûr. C'est Béret, et ne savait même pas ce qu'il avait signé. Bien sûr, mais comme disait Pascal Lamy, pour bien privatiser, il faut être de gauche, la droite à trop honte. Non mais c'est ça. Et dans le cas de Bérégovoy, je pense qu'il y a eu un peu abus de faiblesse. C'est la loi du 3 janvier. C'est le même type de truc. Même type de truc, poteau. Que Pierre-Yves Rougeron est l'auteur de cet excellent livre qui continue toujours à sortir depuis 10 ans maintenant. Depuis 10 ans. Enquête sur la loi du 3 janvier qui nous a... l'endettement de la France, pas chercher midi 14 heures, ça vient de... Mais le processus de spoliation, de décimation économique, ce qu'on appelle la grande dévaluation, s'incarne en 2008, ne fait que croître et embellir. L'Amérique lutte avec comme elle le peut, et le nuage reste au-dessus de l'Europe. À cause de quoi? À cause de l'euro, vu que de toute façon c'est très simple. L'euro fait cette création magnifique qui fait que quand le monde va bien, l'Europe va moins bien que le monde, et quand le monde va mal, l'Europe va encore plus mal que le monde. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de nuage magique qui vous fait pleuvoir sur la... C'est le fameux nuage magique. Voilà, c'est le nuage magique qui suivait François Hollande tout le temps. Vous savez, dès qu'il garait son scooter, la flotte tombait. Donc, ou dans Lucky Luke, là, quand il y a les Indiens qui font leur tam-tam, et donc il y a les nuages. Ouais, voilà, c'est ça. L'Europe ne s'en est fondamentalement ni remis ni sorti. Et aujourd'hui... Et donc, c'est la raison pour laquelle ils se battent pour leur survie. Donc, et ça passe par la disparition et la suppression des libertés, d'enfermer, de faire disparaître tous ceux qui s'y opposent. Ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sont face exactement à une soviétisation. C'est-à-dire que le système se raidit, parce que le système se raidit, mais comme les mains d'un homme mort. Vous voyez, c'est un raidissement cadavérique. Et nous, on est au milieu. Oui. Donc, résultat, le cadavre se replie sur nous, au risque de nous broyer. C'est ça qui est en train d'arriver. Le problème, c'est que, je le comprends, comme là, l'Amérique, la classe dominante américaine a un problème, c'est qu'elle a encore des classes nationalistes puissantes au sein de son État, particulièrement au sein de l'armée, mais peu importe. C'est pour ça qu'elle est obligée de... Si vous voulez, en plus, ils ont besoin, dans leur optique de domination, s'ils tuent l'Amérique, ils perdent tout. Alors que nous, on a des oligarques, des oligarques au sens strict. Objectivement, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est nous voler. Donc, résultat, ils peuvent nous voler vivants, ils peuvent nous voler morts. Vous voyez ? Ils en ont rien à... Les parasites qui ont parasité l'Amérique sont obligés que l'Amérique survive. Sinon, ils meurent avec. C'est ça. Nous, nos parasites à nous, ils se disent, bon, quand on se sera débarrassé des peuples européens... D'où toutes nos industries qui ont été vendues aux États-Unis, comme par hasard. Voilà. C'est stratégique, bien. Voilà. Précisons qu'il n'y a jamais eu autant d'industries stratégiques qui sont parties aux États-Unis
que depuis que M. Macron a commencé au ministère du budget. Depuis qu'il a été à Bercy. Ou à Bercy, voilà. Depuis qu'il a été à Bercy. Et ce faisant, il incarne la caste, parce que la caste, quand vous les interrogez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous leur dites, écoute, mais quand la France sera morte, mais toi, mon con, mais tu vas devenir quoi du gland? T'as jamais rien fait de tes 10 doigts? En plus, Hollande avait bien précisé qu'il avait bien parlé de la partition. Oui, mais quand la France sera morte, mais toi, tu feras quoi? Tu vas aller faire quoi? Tu vas aller conquérir l'Asie à toi tout seul? Mais la sécurité d'État chinoise, ils vont récurer leurs bottes avec ta gueule. T'as pas compris le souci. Et là, ils ont tous la même réponse. Ah oui, non, mais il y aura bien une petite place pour moi quelque part entre Bruxelles et Washington. Alors, ils rêvent d'être à la tête de l'Europe. Alors, et puis surtout. Là, c'est un peu mais ça, ils sont tous dans cet état d'esprit-là. Prenez un dossier parallèle, qui est le dossier de la défense. Tous les mecs, il y en a à peu près 200 en France qui conseillent le ministère de la Défense et qui conseillent pour aller vers plus d'américanisme, l'Ukraine, le machin, le truc. Quand vous les prenez un par un, il se trouve que j'en subis un certain nombre depuis quelques années, donc je commence à connaître la faune, vous leur dites, mais qu'est-ce que tu veux? Bon d'accord, tu dégueules sur ton pays à longueur de journée, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, tu détestes les militaires, t'es devenu spécialiste défense. À la base, ils sont wargamers, les mecs. Donc, non mais véridique, j'exagère même pas. C'est comme les fact-checkers qui, au départ, étaient journalistes de jeux vidéo. Non mais, c'est exactement le même profil. Exactement le même profil. Non mais voilà, c'est des geeks. Et un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et le mec te dit, moi je suis dans un plan de carrière, je veux terminer prof à Columbia. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous remarquez tous les ministres, une fois qu'ils ont fait le sale boulot, je parle des ministres français pour le coup, mais c'est valable pour la Belgique, etc. Mais c'est malheureux. Une fois qu'ils ont fait le sale boulot contre les intérêts de la France, que se passe-t-il? Donc ils sont, à un moment donné, ils s'en prennent plein la figure dans les médias, donc ils sont démissionnés gentiment, ou on les force à la démission, et une semaine après, on apprend qu'ils ont été nommés justement profs de français, de littérature française ou Dieu seul sait quoi, à Columbia, à Yale, etc. Avec un salaire genre 300 ou 400 ou 500 000 $ par an, un demi-million de dollars par an. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaissez les mecs qui ont fait le sale boulot contre la France et pour les seuls intérêts des Américains. Je le rappelle, on est le seul pays où un ministre peut être interrogé en commission, le ministre c'est Arnaud Montebourg, et au milieu de la commission, il dit « Trahir la France, c'est 15 millions d'euros ». Voilà, oui, point. je l'ai vu, absolument. Voilà, il dit « c'est 15 millions d'euros ». C'est pas cher, il ajoute « c'est pas cher ». Et la passe, c'est pas cher. C'est pas cher. Et là-bas, le tarif américain, mais c'est rien. La passe, c'est bien ce que je vous dis, la passe, c'est pas cher. C'est 2 €. Si vous voulez, si vous voulez, je vous citerai un mec... 2 € là, tiens, hop, à tous les ministres là, tous les salopards là, qui sont en train de nous trahir là. Non mais, je donne un exemple, parce que pour corroborer ce que dit Arnaud Montebourg, Pierre Péan avait interrogé l'émir du Qatar. Oui. Hors norme. L'émir du Qatar lui sort entre la poire et le fromage. Tu te rends compte? Sarkozy, quelle ingratitude, et dire que j'ai payé son divorce. Pardon? Ouais. Bouquin sorti chez Fayard, jamais attaqué, hein? Rideau, et on est bien loin des délais. Quel est le député qui est allé voir le Qatar également pour qu'on lui refasse sa cuisine? Oui, il y en avait un, c'était la cuisine, c'est Qatar et Schmitt. La cuisine, c'est l'émir et Schmitt. non mais c'est authentique. Non mais justement, la phrase horrible de l'émir du Qatar, les Français sont pas chers. Oui, c'est ça. Si vous voulez, c'est-à-dire grosso modo, c'est des passes, mais 2, c'est des passes en roulotte de chantier. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est l'élite française. Et je vois que Rachida Dati, d'ailleurs, elle a quelques affaires en ce moment, non? De mémoire. Oui, dans le genre. Faut dire, elle était députée européenne pour ses faux frais. Son vrai métier, c'est lobbyiste, quoi. Si vous voulez, moi, je la croisais au Parlement, je dis, mon Dieu. Non mais, quand on a été dans ce temple de corruption, où ça suinte des fissures des murs, je vous le dis sincèrement, moi plus jamais, je suis allé dans des tas de pays en développement depuis, mais moi sincèrement, mais même le marabout, le machin, etc., je ne donne plus de leçons à personne. Un jour je discutais de ça avec un intellectuel africain, qui me dit, t'es quand même quelqu'un de bien, toi tu nous fais pas chier. Attends, dans le temps,
je t'aurais peut-être fait remarquer que la corruption, vous êtes quand même très fort. Oui. Mais vu là où je suis allé, non. Là, vous êtes des gens tout à fait raisonnables. Non, vous êtes des gens tout à fait C'est un raisonnables. peu comme dans Sino l'Égyptien, où il y a le médecin qui a son esclave, Capta, et son esclave donc lui dit, écoute, je serai un très bon esclave, je te volerai juste ce qu'il faut. Non, mais surtout, à l'époque, les esclaves étaient connus pour voler, etc. Je te volerai juste ce qu'il faut. Voilà. Non, mais c'est bien l'autolimitation. Moi, quand on a vu ce qu'est Bruxelles, je n'ai jamais vu ça où que ce soit dans un pays en développement, jamais. Enfin, là, on est dans des trucs qu'on n'imagine pas. Enfin, si vous voulez. Je me souviens de l'anecdote, vous me l'avez raconté. Alors, je sais plus. Alors, c'était un projet de loi. Mais vous allez pouvoir donner des précisions. Un projet de loi donc, qui était entièrement rédigé en anglais américain par des avocats, donc déjà imbitable à la base pour le commun des mortels, enfin le commun des députés, on va dire. Et c'était dans une pièce, et les députés pouvaient se rendre dans cette pièce, mais ne pouvaient pas avoir de calepin et de stylo pour prendre des notes. Ils ne pouvaient juste que lire et éventuellement apprendre par cœur, mémoriser. C'était quoi ça faire? C'est l'accord de Blair House, et après ils ont refait le même coup au traité transatlantique. Voilà. Mais incroyable. Mais c'est de la corruption. Pierre, les SMS de Van der Leyen, c'est ça. Les futurs accords de libre-échange, que ce soit avec l'Inde ou avec le Mercosur, c'est ça. Le contrat, tout est barré, tout est noir. Voilà. C'est ça. Vous n'avez même pas le droit, en tant qu'État, de voir et c'est d'ailleurs comme ça que les Allemands négocient, c'est-à-dire, voilà, on liquide l'agriculture française, toi t'achètes des bagnoles allemandes, bon après, on est d'accord, on a signé, tu prends le marqueur noir, clac, parce que comme ça, si les Français me demandent des trucs, boum, tu vois, et on donne des leçons de démocratie au monde entier, alors que le monde entier est au courant. Moi, c'est pour que... Et Macron qui nous dit il faut encore plus d'Europe, hein, d'ailleurs. C'est il n'a pas remplacé les drapeaux français par des drapeaux européens. Mais c'est très largement le cas. Je me souviens, il y a eu un scandale, l'Élysée, sur le site web de l'Élysée, il n'y avait plus de drapeau français. Il n'y avait plus qu'un truc européen. Si vous voulez, il y a ce que les souverainistes canadiens connaissent bien, il y a ce qu'on appelle la querelle des drapeaux. C'est-à-dire qu'en effaçant le drapeau, en effaçant progressivement tous les symboles nationaux, vous assassinez un peuple. Air France. Avant Air France, Air séparation entre France, et c'était bleu, blanc avec l'espace, bleu, blanc, rouge, par définition. Et là, en fait, ça, ils ont fait ça 10 ans, mais tranquille, mine de rien. Ils ont rassemblé le truc, c'est Air France en un seul mot, et c'est rouge. Donc on a déjà perdu toute forme et alors que le personnel navigant a hurlé, enfin au niveau marketing, ils n'ont pas aimé. Mais ça leur a été imposé par un Canadien. Bien sûr. De mémoire. Si vous voulez, vous avez ça, vous avez la disparition orchestrée par plusieurs pays européens, parce que la France a beaucoup de pays ennemis, l'Allemagne, on pourrait parler de l'Italie, progressivement de faire disparaître les symboles d'un peuple. En réalité, c'est la même chose que vous faites quand vous brisez psychologiquement quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... Avec la technique du voleur chinois, on y sûr. va petit à petit. Chaque année, on fait un petit truc. Exact. Si vous voulez, et puis au bout de 10 ans, la perversion, c'est ça. Perdu. Vous avez... Alitalia a disparu. Switzer a disparu. Bon, même s'ils ne sont pas dans l'Europe. Mais tout ce qui est un nom de nation, pour une compagnie mais de toute façon, a disparu. Non, mais de toute façon, tout ce qui faisait les peuples, ils ont quelques années encore devant eux pour nous tuer. Un qui l'a très bien dit, c'était après les JO. C'était Monsieur Attali. La cérémonie des JO. Bien sûr, grandiose. C'est Monsieur Napoléon, on n'a pas vu. De Gaulle, on l'a pas vu. Non, on a vu des. On a vu des travelots. On a vu des inconnus. Je me souviens, c'était à vous que j'avais envoyé. Je dis, j'ai jamais vu autant de femmes à barbe de ma vie qu'en l'espace d'une heure. Faut dire. Faut abuser. Ah non, mais ça a été la cavalcade au Bois de Boulogne, ne vous inquiétez pas. Non, mais la cage est folle, quoi. Et Monsieur Attali, célèbre représentant prêt-à-porter,
Pantalon et une jambe, précisons. Ah bah oui, mais faut... mais fabricant de pantalons. Ouais, mais... on ne sait pas si c'est la gauche ou la droite, je pense que c'est la gauche. Je pense... connaissance à politique, ça doit être la jambe gauche. Par contre, lui demandez pas trop où sont passées les chutes de machines, parce que ça le gave. Mais il a eu cette phrase bizarre, alors que pour le coup, il n'était pas du tout organisateur, il était que commentateur. Parce que maintenant, vous savez, c'est un ménate, hein, il vous répète ce qu'il entend dans des dîners en ville, hein, il a jamais été décideur, en fait, ce type-là. Il vous dit une chose simple, il vous dit, dans 10 ans, ce sera ça la normalité ou on aura perdu. Alors, oui, moi, quand j'ai entendu... J'ai vu passer ça. Je me suis renseigné, parce que j'ai lu beaucoup d'écrits, parce que les mondialistes existent encore. C'est lui qui nous vendait Jérusalem, capitale mondiale de nouvelle ordre mondiale. Ouais, mais là, pour le coup, il était dans des délires strictement personnels, je pense, pour le coup. Non, c'est un truc qu'on a vu souvent. Mais c'est plié. Mais par contre, le problème, c'est que j'ai lu et j'ai trouvé ça, entre autres, chez plusieurs théoriciens mondialistes, donc néoconservateurs, repassés au Parti démocrate. Ils étaient tous dans We have 10 years, we have 10 years. Et je me suis demandé pourquoi 10 ans ? Parce que, alors, ils font des tas de paris sur, évidemment, la succession de Donald Trump, parce que c'est surtout ça qui les obsède depuis qu'il est revenu, mais parce que ils estiment qu'ils ont encore 10 ans pour le faire. Donc, bon, en 10 ans, ils peuvent pas faire grand-chose. Détruire la Chine en 10 ans, très difficilement faisable. Détruire la Russie en 10 ans, très difficilement. 2030, c'est leur année fétiche. C'est l'année où ils veulent tout achever. Hein. Il y a 2020, machin, tout ça. Il y a des trucs de ce goût-là. Mais par contre, vous voyez que tout le reste de l'agenda à leur portée s'accélère. Là, par exemple, ils veulent faire un traité de quasi-annexion de la Suisse. Parce que la Suisse c'est vraiment un problème, hein. C'est un problème par son existence même, donc parce que les votations, ça doit disparaître à tout prix. Or ils ont déjà pris le contrôle de la BNS, donc ça va. Donc là ils ont la Suisse, c'est pour ça qu'ils ont envoyé le demi-dingue qui est Stirmer, parce que Stirmer c'est parmi ce que la classe politique britannique peut produire de pire, parce qu'il faut que la Grande-Bretagne soit réarrimée au truc coûte que coûte. C'est pour ça d'ailleurs que pour eux, il faut à tout prix briser l'élan de Farage d'une manière ou d'une autre. Vous avez des tas de pays cibles. Là, vous avez vu le cas en Roumanie, etc. Très bien. Farage, je rappelle, il lui avait saboté ses freins. Ah bah Farage, c'est un miraculé. Hein. Oui. Farage, c'est un miraculé, c'est un poly-miraculé, parce que entre les accidents qu'il a eu naturellement et les accidents qu'il a eu pas naturellement... son avion, quand il est planté, mais c'est effectivement, là, c'était pas un sabotage. Non, là, mais par contre... Ses freins, oui. Voilà, donc, si vous voulez, ils ont tout fait pour contrôler. Là, ils estiment, alors évidemment, il y a la dérive autoritaire allemande naturelle à partir de l'UE. Anglaise aussi. Ils ont mis en prison des gens qui faisaient des postes contre les migrants. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont envoyé Stirmer. Il y a un Brexit. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont envoyé Stirmer. Donc il y a un dénominateur commun, en fait. Bien sûr. La classe mondialiste, si vous voulez perdre la Grande-Bretagne, c'est comme perdre la France. Enfin, c'est la City. Vous imaginez pas ce que c'est pour ces mecs-là. Parce que nous, on a tendance, parce qu'on nous a appris dans la haine de nous-mêmes, à penser qu'on n'était rien ni personne. Ces mecs-là, ils savent très bien, si vous voulez, ces mecs-là ils se battraient pas autant pour garder la France si la France n'était rien. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour la garder. Ce qui veut dire que le pays a un vrai prix à leurs yeux. Sinon, ils le laisseraient tomber. Enfin, si vous voulez, ils font pas ça, chevalier Bayard, cœur sur la main. Ils font pas ça pour le beau geste. C'est vraiment pas l'éthique de la maison. Hein. Donc, le problème, c'est que nous, on est tellement habitués à mésestimer ce qu'on a été, alors que on a été quand même l'un des grands peuples qui a fait la modernité. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un état de fait. On se rend pas compte le prix que notre pays a pour nos ennemis. On ne se rend pas compte. Oui, puis des vengeances, des vengeances historiques à récupérer. Moi, je pense notamment, je crois que j'ai vu, c'est l'empereur Ferdinand, enfin l'empereur allemand, qui en 1800, je ne sais plus combien, dit on n'ira pas à Canossa.
Donc déjà, rien que le fait qu'il parle de ça, hein, alors qu'il y a, je sais plus, 600 ou 700 ans d'écart de l'humiliation. Hein, ils sont si vous voulez, il y a beaucoup de... Là, vous avez une dérive, disons, euro-germanique très, très nette, parce que ils ont 10 ans pour nous finir. Bon, très simple. La seule chose, c'est... Alors bon, vous me direz, nous on donne de l'info, on donne de l'analyse. La seule chose, c'est que... Mais on devient gênant. La seule chose, c'est que ça... J'en suis la preuve. Oui, bien sûr. Mais ça va... Pavel... La question, c'est... La question, c'est comment... Si vous voulez, là pour le coup, il y avait un vieux dicton qui disait la liberté est au bout du fusil. C'est pas totalement faux. C'était grosso modo que peuvent faire les populations. Parce que là, ils ont plus. Il y a seule une révolution. Hein. Une révolution ou alors un vote tellement massif qu'ils peuvent pas le truander comme ils ont truandé les dernières élections présidentielles. L'avantage, oui. Alors le problème, c'est que là, pour le coup, le système est déjà totalement déployé. On est 1 an et demi avant. Hein. Oui, c'est ça. Le système est déjà totalement déployé, c'est-à-dire gouvernement central, flotteur, rabatteur. Tout le monde est sorti. Y compris les rabatteurs qu'on n'a pas sortis mais qui se lancent eux-mêmes, type Manuel Valls. Bon, Manuel Valls, personne ne le sort, hein, il se sort tout seul. Bon, alors lui, vous me direz, c'est pas le rabatteur, c'est pas le chips le plus croquant du paquet. Mais c'est incroyable qu'il a quand même réussi à obtenir un poste de ministre. Ah, il est entré dans l'histoire. Incroyable. Il est entré dans l'histoire par le conduit d'évacuation. Bon, ça, si vous voulez. Non, mais c'est incroyable. Mais vous inquiétez pas. Moi, ça me fascine. Mais Pierre, rappelez-vous, c'est l'expression populaire. Comme un cancer après la chimio revient Manuel Valls, c'est l'expression populaire. C'est ça. Donc, le problème, c'est que là, le système est entièrement déployé. En face, pour l'instant. Et ce qui est drôle, c'est leur agressivité. Parce que c'est ça que je comprends pas. Parce qu'en phase 2, il n'y a pas grand-chose, en fait. Oui, mais leurs enquêtes, n'oubliez pas, ils sont tout le temps en train de faire des enquêtes. La preuve, c'est que 8 mois avant la vaccination, la pandémie, etc., la vaccination obligatoire, l'Union européenne a payé un sondage dans tous les pays européens, pour le coup. Donc ça a déjà rien que l'affaire, ça a dû coûter 150 millions d'euros, pour voir comment la population accepte l'idée d'être vaccinée. Hein, est-ce que vous aimez les vaccins ? Est-ce que vous acceptez l'idée d'être vacciné contre un virus, contre le froid, ou je sais pas quoi, ou contre l'Europe ? Enfin, bon, peu importe. Mais ils ont fait cette étude avant. Donc là, en ce moment, je ferme la parenthèse, ils font des études et ils se rendent compte que des sites, des chaînes YouTube comme la vôtre, comme celle d'autres, en ce moment, on le vend en poupe parce que les gens ne veulent plus entendre ne supportent plus ce qu'ils entendent sur les médias classiques, et donc ils viennent vers des sites comme les nôtres. Parce que c'est en phase avec ce qu'ils voient. Et quand le gouvernement leur dit l'inflation cette année, elle a été de 2,5%, alors que eux, ils constatent entre 10 et 15% d'inflation. Donc ils ont quand même compris qu'on se foutait royalement de leur figure. Hein, voilà. Donc du coup, après, ils s'étonnent qu'ils suivent des sites comme le vôtre, que ce soit celle de GPTV, ER ou le quotidien, etc. Tous ceux qui font de la de l'information, du moins qui donne la réalité. Parce que eux, ils veulent nous imposer une réalité qui n'existe pas. La même chose aux États-Unis, pendant Joe Biden, je rappelle. Les Américains avaient une inflation de 20%, et les mecs, ils ont fait monter des pseudo-journalistes économiques sur CBS. Oui, mais vous savez, l'inflation, c'est très bien. Authentique. L'inflation, c'est très très bien pour vous, gueux, les gueux. Ah oui, espèce de pétasse explique ça aux mecs de Weimar qui ont vécu sous Weimar, que l'inflation c'est bien pour vous. Non, mais enfin, c'est scandaleux. Mais voilà, donc ils n'acceptent pas la réalité. Vous parlez ils vivent hors sol, etc. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mondes qui s'affrontent, et le peuple, lui, quand il fait ses courses, il voit bien qu'on se fout de sa gueule. C'est tout. Pardon. Mais oui, non, mais la seule chose, c'est ce que j'ai. Il y a une chose chez ces gens qui, moi, m'interrogera toujours, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte quand ils ont gagné.
Non, mais c'est ça qui est dingue en plus. Ils tiennent 99,9% de tous les médias, mais ils veulent contrôler le 0,1 ou 0,2% qui leur manque. C'est ça que je comprends pas. Sauf qu'à force de vouloir contrôler, ça à force de vouloir contrôler, vous nous faites voir les fragilités d'un système que nous n'avions pas nécessairement vu, parce que vous avez des moyens que nous n'avons pas. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ils tiennent tout. 2027, ils sont déjà en train de dévitaliser complètement les enjeux de l'élection. C'est pour ça d'ailleurs c'est fabuleux, quoi. Je vous donne un exemple chiffré. C'était sur la revue de presse, je pensais il y a 15 jours, sur quotidien.com. CNN, les derniers chiffres de CNN. Grosso modo, le nombre de spectateurs, de gens qui regardent CNN, grosso modo, la tranche d'âge qui les a, 122 000. 122 000, alors que CNN alors que CNN est retransmis dans le monde entier, que ce soit par satellite, que ce soit par une fourchette, par les fils téléphone, le hertzien, le câble téléphone, pardon, le hertzien, etc. Ils ont tout ce qui est possible. Ils ont le spectre complet d'émissions. 122 000. Joe Rogan, lui, il fait une émission, nous on fait plus que CNN quand on fait nos revues de presse ensemble, même celle-là, elle va certainement les dépasser. Joe Rogan fait 2 millions, Tucker Carlson fait, je sais plus, 4-5 millions, et pour la première fois, et ça c'était un chiffre qui est tombé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tombé il y a une semaine, 15 jours à peu près, pour la première fois aux États-Unis, les mesures de leur équivalent médiamétrie, c'est que pour la première fois, il y a plus de gens, plus d'Américains et Canadiens d'ailleurs, qui ont regardé, qui se sont informés sur YouTube et ailleurs, enfin sur Internet, que le nombre de gens qui regardaient la télévision. Donc la bascule a été faite définitivement il y a 15 jours. Voilà. Et maintenant, le pouvoir de la télé et de toutes ces émissions TF1, France 2, etc., progressivement, va baisser de plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme CNN, c'est diffusé dans les aéroports, les machins, les trucs, et dans les EHPAD. Mais c'est une population qui vieillit et qui disparaît chaque jour qui passe. Voilà. Et donc, du coup, vous êtes à abattre. Voilà, ce qui est con pour des gens qui souhaitent l'euthanasie parce qu'ils sont en train de tuer leurs derniers spectateurs. Mais c'est vrai. Ah non, mais je veux dire, comme dirait la grande métaphysicienne Sandrine Rousseau, aux migrants, venez vous faire euthanasier chez nous. Non, mais il y a une contradiction totale. Non, mais ils veulent tuer les vieux, ils règnent en partie grâce aux vieux, alors qu'ils veulent les buter. Exactement. Macron a été élu grâce aux vieux. Il a été élu grâce aux vieux. Il va leur foutre une seringue de potassium dans le bras. Donc ils essaient de nous imposer parce qu'au Bilderberg, il y a Édouard Philippe et Gabriel Attal. C'est les deux deux hommes politiques là qui ont été reçus au Bilderberg à Copenhague, je crois. C'est à Copenhague, hein. Voilà. Voilà, mais leurs électeurs là, ils sont en train de disparaître. C'est ça le problème. Voilà. Mais d'où le fait que là, le grand gouvernement central est en campagne pleinement déployé. On est en juin 2025. L'élection est en mai 2027. Donc, si vous voulez, ils sont prêts. En face, il n'y a rien. Et surtout, là où ils vont essayer de nous briser tous, ça va être ce qui vous est arrivé, ça va être les poursuites. Politiquement, ça va être la récompense de l'aplaventrisme du front, ça va être des surcroîts de poursuites. Parce qu'avec ces mecs-là, quand vous pliez, la récompense, c'est un coup de pied dans la gueule. Donc, si vous voulez, ils récompensent pas autrement. Mais ce faisant, ils agissent comme ce qu'ils sont profondément, c'est-à-dire une organisation criminelle. Les organisations criminelles vous récompensent avec des coups quand vous pliez. C'est toujours le cas. Ils raisonnent comme ça. Donc, d'où le fait qu'ils vont tenter de briser une partie des médias Internet par la loi. Parce que maintenant, là, ils sont dans l'intimidation personnelle, dans ce qui vous est arrivé, dans ce qui nous est arrivé, dans ce qui est arrivé aux camarades. C'est regarder les menaces qu'ils font. Je veux dire, l'Union européenne menace Musk d'une amende de je sais plus quoi, 1 milliard.
1 milliard d'euros de mémoire. Ça, c'est vraiment de l'intimidation pure, mais là, pour le coup, financière. Alors, Musk, évidemment, ça lui fait pas peur. Mais heureusement qu'il est là. C'est le seul espace de liberté qu'il y a en ce moment. D'ailleurs, c'est l'appli la plus téléchargée dans le monde aujourd'hui, enfin, le monde occidental, j'entends. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être informé en temps réel de ce qui se passe à Tel Aviv ou à Téhéran, je veux dire, c'est sur X, hein, c'est pas sur BFM ni sur LCI. Tiens, on a oublié ça. Regardez le coup de bip que Macron a fait à Bolloré, et notamment à CNews. C'est-à-dire qu'ils ont décidé du jour au lendemain, parce que tout le monde avait bien enregistré que BFM était sur, je ne sais même plus quelle chaîne, la 15, c'était la 15, de mémoire, ouais, la 15. CNews c'était 16, et France Info, que personne n'a regardé, ils étaient sur la 28, ou je sais pas combien, et LCI sur la 26, de mémoire, enfin sur certains, suivant les box. Donc, ils décident de changer, et de CNews étant la chaîne, la 15 ou la 16 étant les plus regardées par les Français, que fait Macron? Il les déplace, il déplace les chaînes les plus regardées, donc au lieu de leur laisser, ce qui aurait été logique d'ailleurs, voilà. Eh ben non, il donne LCI, donc la chaîne de la CIA et de l'OTAN, et de toutes les hystériques ukrainiennes tarées qui apparaissent. Et des déchets de la télévision suisse. Voilà, enfin tous les déchets. Tous les déchets d'ailleurs, on a à peu près partout. Tous les pro-ukrainiens, les pseudo experts en recherche, je sais pas quoi, je veux dire, oui, c'est ça, c'est surtout experte à te faire bondir les cheveux. Je pense qu'il y a une espèce de peu importe. Eh bien, ils ont donné l'emplacement de CNews à LCI. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, je rappelle que JP Morgan possédait à un moment donné 11% de TF1, du groupe TF1, parce que LCI, c'est TF1. Il faut voir TF1. Absolument. Et que c'était Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, qui a fait des beaux jours, des embauches sur TF1. C'est lui qui a empêché le licenciement de Sinclair, notamment. Donc, si Anne Sinclair est restée, c'était grâce à Maxwell. Le papa, plus grand agent du Mossad que Israël ait eu, après Epstein. Précisons. Oui, enfin, la boucle est bouclée, Oui, dans le cas d'Epstein, c'est le cas de le dire, la boucle fut bouclée, oui. La boucle bouclée et le nœud noué. Alors, mon cher Pierre, je ne saurais trop recommander à nos amis... Oui, pardon, vas-y. À nos amis 2008, parce que là, vous allez pouvoir prendre vos grilles d'analyse et avoir le maximum de faits dessus. Vous allez être, quand vous aurez fini, parce que là, j'ai tous les retours déjà des gens. Bien sûr. Les gens, ça les met dans une colère, dans une colère révolutionnaire même. Littéralement. Ah bah de toute façon, ça tombe bien, c'est peut-être ça qui leur sauvera la vie. Mais, parce que Et ils vont perdre du poids avec. Non, mais parce que, si vous voulez, sincèrement, vous avez des gens... Il y a des gens qui ne s'arrêtent que quand on les arrête. Ouais, donc, si vous voulez, et pour preuve, après avoir fait ça, c'est les mêmes qui vous ont fait le Covid, c'est vrai qu'ils vous ont fait la gestion de... Ils ont volé vos parents, vos grands-parents, ils ont volé toutes les retraites auxquelles vous avez déjà contribué. Je parle aux gamins, aux 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que ceux qui ont 30 ans, 40 ans aujourd'hui, mais ils avaient quoi, 15 ans à l'époque de 2000. Donc c'est vital pour vous que vous sachiez exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Le plus grand hold-up avec la complicité de Nicolas Sarkozy et de tous ceux qui étaient autour de lui, et que Hollande, par la suite, a bien entendu validé. Hollande, Macron, etc. Et Attali, tout le monde. Si vous voulez, on va se quitter sur ce mot simple qui a magnifiquement résumé cette crise et qui a magnifiquement résumé la destruction de l'Occident qui en a été à la fois la conséquence et la fille. Inside job. C'est malheureusement, là pour le coup, il n'y a personne d'autre à accuser. Nos ennemis ont malheureusement notre visage, vivent avec nous. Nous n'avons eu besoin de personne
pour détruire notre pays. Ce sont malheureusement le plus souvent des gens qui ont notre nationalité, qui... Il y a Gillian Tett, que nous on a publié au Jardin des Livres. Alors, autre livre remarquable. Qui est dans le, et qui est interviewé dans Inside Job, justement, tout à fait. avec Christine Lagarde. Et malheureusement, nous n'avons toujours pas commencé à acter un processus de justice et d'autodéfense des populations. Et tant que ce processus ne sera pas acté, ils nous marcheront dessus. Vous avez quel âge en 2008 ? En 2008 ? Mon Dieu, 2008, oh mon Dieu, ça fait... Bon, enlevez 15, enlevez 16 ans. Ouais, donc si vous voulez, j'ai 23 ans. Bah, c'est ce que j'ai écrit dans le livre. Voilà, Pierre-Yves Rougeron c'était un gamin. Ouais. Quand il est venu me voir parce que je donnais une conférence au sommet de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, il était touché. Je le vois encore arriver. Je trouve ça mignon et en même temps, ça prouve que c'est l'un de nos plus brillants intervenants et résistants surtout. Je précise, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça finalement. On n'est pas si nombreux que ça. On n'est pas si nombreux que ça. Je pense que nos adversaires l'ont compris. Notre nom, voilà. Parce que c'est bien beau de tweeter ou sur Facebook, Monsieur X ou Monsieur Machin ou voilà, tous ces mecs qui n'osent pas mettre leur nom en face de leurs écrits. Ils ont ni nom ni gueule. Voilà, c'est ça. Alors que c'est pas notre cas. Justement. Non, mais c'est pour ça d'ailleurs que les flics peuvent nous trouver. Chers amis. Mais attends, on a oublié qu'on se retrouve à une dédicace. Justement, on va l'annoncer là tout de suite. Justement, chers amis, le livre de Pierre Jovanovic sera entre autres disponible le 28 juin. Une grande dédicace que nous faisons ensemble avec également d'autres auteurs au 10 rue Croix des Petits Champs de 11h30 du matin à 19h. Je vous invite tous à y assister. Alors j'y serai, je ferai l'exception, je viendrai vers midi et demi, je pense. Pas de souci. Et vous y retrouverez Pierre, vous y retrouverez beaucoup de nos amis. Mais il y a Philippot qui vient. Il y a Florian, il y a Christian Combaz, il y a énormément d'auteurs du Cercle Aristote. Votre serviteur, mon camarade Romain Bessonnet avec ses écrits sur la Russie. Je vous dis au 28. Et entre-temps, moi je vous retrouve à La Rochelle, si jamais, je ne sais pas quand ça sort, mais ce samedi-là, c'est le 21, voilà, 21, le samedi 21, je vous retrouve à La Rochelle. Voilà, pour tous nos amis. N'oublie pas de suivre, n'oublie pas de suivre. Oh là là, mon Dieu, je suis fatigué. Oui, faut liser. Tu comprends? Excellent. Il faut liser, on est fatigué là. On est fatigué. Alors, hop. Et n'oubliez pas. Ça va pas. Allez. Tu coupes pas, hein. Vous coupez pas tout ça. C'est ça qui fait le charme. Le con. Allez. En tout cas, qu'est-ce que je disais, moi? Donc, n'oubliez pas de lire IR 2008. N'oubliez pas de lire IR 2008. Nous vous retrouvons également sur nos sites, sur la chaîne du Cercle et sur quotidien.com, bien sûr, que vous devez avoir dans tous vos favoris. J'ai vu un très bon film sur Monsieur Aristote Onassis. Très intéressant en demeurant. L'homme qui fit le pan devant le général de Gaulle. Oui, tout à fait. Vous savez comment il a commencé sa carrière? Rappelez-moi. Je crois que je l'ai sa fortune, en fait, il était tout jeune, il devait avoir, je sais pas, 18 ans, 19 ans, et il a trouvé du travail, je crois que c'était à Panama, de mémoire, et dans un hôtel, à une époque où, pour passer les communications dans les hôtels, c'était des fiches qu'on débranchait, qu'on branchait à telle chambre. Bien sûr. Et en fait, comme il n'y avait pas beaucoup d'appels, etc., donc en fait, Aristote Onassis, pour le coup, précise, pas le philosophe, écoutait toutes les conversations c'est parce qu'il s'ennuyait, tout simplement. Il n'y avait même pas de malveillance de sa part. Oui, il s'ennuyait. Et c'est comme ça qu'à force, en fait, il a obtenu des informations, ce qu'on appelle aujourd'hui des
phénoménal de délit d'initié, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa fortune. C'est racheter des actions avec son petit argent de poche. Comme etc. quoi, Balzac avait raison quand il disait « Le secret d'une grande fortune, c'est un crime oublié ». Europe 1, Europe 1, la fortune des fondateurs d'Europe 1, avant ça s'appelait pas Europe 1, mais c'est les Fleuriot de mémoire, et ils ont fait fortune dans le trafic de piastres en Indochine. Oui, c'était eux les piastres. Mais évidemment, le trafic des piastres. Bien sûr. Hein, c'est ça. Voilà, donc Balzac. D'où l'utilité de savoir faire oublier ses crimes. 001 Balzac a toujours raison. Il a toujours raison. Chers amis, on salue la mémoire de Balzac. la mémoire d'Honoré de Balzac. On l'honore. Chers amis, cher Pierre, je vous dis à très bientôt. À vous les studios, et on se retrouve. À vous Konaïgé. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.